Les épines des roses. Gondélé venait de sentir un gros frisson la traverser. Elle se mit à grelotter. Elle pensa à un accès de paludisme et avala quelques cachets de quinine et d'aspirine, puis se coucha. Ce traitement fut répété tous les jours pendant une bonne semaine. Au bout d'une quinzaine de jours, la fièvre s'estompa et tout rentra dans l'ordre comme face à toutes les crises de paludisme connues jusque-là. La semaine qui suivit, Gondélé revaqua à ses occupations habituelles sans plus rien ressentir. Quelques mois plus tard, alors qu'elle essayait une jupe dans un prêt-à-porter féminin, elle s'aperçut que le 38 lui était trop ample. Une deuxième jupe, puis une troisième jupe de la même taille lui était plus grande. Elle essaya une 36 qui s'ajusta. Quelques inquiétudes sur la cause de son amaigrissement l'envahirent. Sans trop s'y attarder, elle sortit du magasin sans s'acheter la jupe qu'elle désirait. Sur le chemin de son domicile, très pensive, Gondélé s'interrogea sur la cause de son amaigrissement. Perdue dans ses réflexions, elle longea au coucher du soleil les rues qui mènent vers chez elle. Sur les dernières pistes piétonnes, les marchandes de poissons à la braise enfument l'atmosphère tout en la parfumant des émanations de leurs brasseros en cuisson. L'huile et la sauce aux fines herbes et épices s'égouttent sur les braises incandescentes du barbecue. La source d'énergie du charbon de bois est attisée par la brise du soir, elle-même renforcée par le souffle en éventail que balance la vendeuse de poissons. Un repas exquis était servi chez cette marchande 10 à 15 minutes après la commande. On pouvait manger assis sur le trottoir ou sur une vieille caisse quelconque ou même sur un casier de bouteilles vides de bière. Certains préférant rester debout étaient adossés contre le lampadaire. Le piment qui épissait la sauce aromatisée brûlait les papilles en même temps qu'il faisait couler le nez et larmoyer les yeux. Le bâton de manioc qui accompagnait le poisson disparaissait dans les grosses bouchées des jeunes gens à la dentition intacte et qui venaient venger sur le poisson leur contrainte d'une journée de dur labeur. De jeunes oisives étaient aussi au rendez-vous chez la vendeuse de poissons à la braise. Le restaurant de fortune était en plein air. Le barbecue était transporté chaque fois que le stock de poissons était épuisé ou que la pluie venait à interrompre les activités. Gondélé, qui passait par là, inquiétée par son amaigrissement, fut attirée par l'odeur du poisson. Elle commanda un maquereau. Elle se régala à côté de plusieurs autres jeunes personnes qui ne manquèrent pas de lui souhaiter un bon appétit. À la fin du repas, elle glissa quelques pièces à la cuisinière servante. « Le compte était-il bon ?» fit Gondélé. « Le compte est bon !» répondit la vendeuse. Gondélé passa dans quelques semaines à étoffer son régime alimentaire, puis avala quelques vermifuges. L'amaigrissement s'accentuait quand même. Cette jeune femme d'1,60 m qui pesait 56 kg un an plus tôt, sur la balance de sa voisine ce jour-là, vit s'afficher 49 kg. Prise de panique, elle se décida à sortir de moins en moins le soir, car, pensait-elle, le manque de repos et de sommeil pouvait entraîner une telle réaction de l'organisme. La fille de Feugueux n'a mal nulle part depuis bientôt 2 mois qu'elle se sait fondre. L'absence de douleur lui écarte toute idée de solliciter la lumière d'un médecin. S'il y a quelque chose à noter en passant, c'est la présence d'une discrète toux sèche, rien de vraiment inquiétant. Gondélé venait de faire une semaine chez elle sans effectuer de sortie le soir. Sa santé lui donnait quelques soucis. Pour se distraire, elle se décida à faire un tour chez ses compagnes de boîte. Sous les lumières multicolores des projecteurs, dans une ambiance de vacarme où musique, causerie et cris sont permis en même temps, dans un climat plutôt chaud des boîtes de nuit surpeuplées le dimanche soir, où vapeur de bière, fumée de cigarettes et sueur se fixent aux vêtements qui vous collent à la peau, Gondélé en vedette évolua dans son milieu favori. Quelques pas de danse excentriques accrochèrent les amateurs. Ces étapes n'étaient que préludes d'avant minuit. Après, elle devait se retrouver à la pêche aux gros poissons dans les endroits calmes et plus sérieux.
Ce fut le cas à 1 heure quand elle se rendit au grand hôtel où l'afflux ne rapporta malheureusement rien. Elle fut obligée de retourner chez elle au petit matin. Elle avait bu toute la nuit. Gondélé, en plus de la cuite, avait avalé ici et là un sandwich, une brochette, un yaourt, une glace, une tarte. Il était 5 heures. Rentrée aussitôt chez elle, Gondélé ressentit une douleur abdominale. Elle a pris pour un malaise gynécologique. Elle s'installa donc dans son lit, se couvrit jusqu'au cou et resta dans le calme qui invite le sommeil après une longue veillée. 2 ou 3 minutes de sommeil pour qu'une violente épreinte la réveilla en sursaut. Elle courut aux toilettes. Un véritable soulagement s'installa après. Moins de 30 minutes après, une 2e épreinte revint, puis une 3e, puis une 4e encore plus violente qui la renvoya en catastrophe dans la salle d'eau. Au dehors, une aurore splendide chassait le brouillard de la nuit, dénudant majestueusement la nature. Dans la chambre de Gondélé, un calvaire commençait. Elle vivait seule. Préoccupée par l'urgence de ce besoin naturel et par la douleur lancinante des entérocoliques, fatiguée par la longue veillée, Gondélé tenta en vain d'appeler au secours ses voisins. Elle n'osait pas non plus quitter la cuvette des toilettes pour rejoindre son lit. Dans la lucidité du moment, elle fit défiler dans sa tête tous les verres dans lesquels elle avait bu. Elle pensa à toutes les friandises qu'elle avait grignotées. Est-ce une simple indigestion due au mélange ou alors ai-je été empoisonnée? Elle se souvint que depuis bientôt 4 mois, elle avait déjà fait 7 à 8 épisodes de diarrhée légère mais passagère qu'elle rattachait à chaque fois au piment du poisson grillé de la rue. L'idée d'une maladie véritable lui passait par la tête. La crise actuelle n'en constituait peut-être qu'une complication à ne pas négliger. Elle transpirait à grosses gouttes sous l'effet de la douleur, de l'inquiétude et de la déshydratation. Elle finit par s'écrouler devant la cuvette, la tête tournée vers le bidet. Elle avait les jambes faibles. Elle avait perdu beaucoup de liquide. La présence d'un médecin aurait simplifié beaucoup de choses, car à ce stade de pré-choc, Gondélé pouvait encore communiquer avec son entourage. Mais elle était seule. Aucun témoin ne pourra relater par la suite cette nuit mouvementée de la vedette des Lucioles. La fille aux 1000 compagnons croupit ainsi dans la solitude sous la menace d'une étrange entérocolique. Au fil des minutes, elle s'enfonçait dans un état de choc véritable. Le soleil s'était levé comme d'habitude. Sur le trottoir, des bandes joyeuses d'écoliers s'achetèrent leur goûter de la récréation. Au son de la cloche, l'essaim se dispersa, chacun courant vers sa classe. Il était presque 9 heures. La voisine de Gondélé, compagne et camarade de métier, dealer d'héroïne, constata que la porte de celle-ci demeurait close. Cela ne l'inquiéta guère. Elle voulut lui proposer une promenade. Gondélé a dû tourner toute la nuit, se dit-elle. Quelques heures plus tard, elle commença à s'impatienter. Elle alla frapper à la porte. Aucune réponse. Elle insista, sans succès, puis elle regarda par le trou de la serrure. La clé était en place à l'intérieur. Le silence l'inquiéta. Le quartier était vide. Tous les élèves étaient en classe. Les adultes étaient au bureau, à l'usine ou au marché. De nombreuses prostituées dans le coin étaient mêlées à cette population exerçant une activité de jour régulièrement saine. Ainsi, à cette heure, la voisine de Gondélé n'avait à sa portée que quelques camarades de métier. Troublée, la fille se mit à tambouriner de toute la force de ses bras sur le battant de la porte. Les mains endolories, elle s'empara d'une pierre, frappant encore sur la porte, mais en vain. Fatiguée, la voix enrouée, elle courut, les bras croisés sur la tête, alerter d'autres filles qu'elle tirait du sommeil réparateur des excès nocturnes. Elles se précipitèrent dans la cour. Certaines regrettant à haute voix leur sommeil interrompu. On leur parla du silence inquiétant de Gondélé. Un souteneur du voisinage fut interpellé. Il alla examiner la porte.
C'était un jeune homme grand et musclé, bouillant de l'énergie de ses 25 ans. Il se donna le temps de vérifier les informations en frappant à la porte, puis, en tentant de la forcer, il n'y réussit guère. Un peu nerveux, et pour mériter aux yeux de ces femmes sa réputation de costaud, il fit un pas en arrière et se projeta violemment sur le bâton. Serrure et pommelles cédèrent sous le choc. Gondélé n'était pas dans sa chambre. Surprise sur le sol de la salle de bain, elle gisait. « Elle est peut-être morte. »« Morte ?» s'écria quelqu'un dans la cour. « Elle est couchée sur le plancher de la salle de bain. »« Que dites-vous, morte ou vivante ?»« Je ne sais pas. Venez voir vous-même. » Quelques spécialistes du sanglot commencèrent le spectacle. Leurs voix parvinrent à l'école, 400 mètres plus loin. Complaintes et lamentations, dans leur polyphonie, ne laissèrent d'équivoque. Bosco le costaud s'approcha de Gondélé. Il s'aperçut qu'elle respirait encore. Du seuil de la porte, il imposa le calme et déclara. « Elle est vivante, mais elle a perdu connaissance. »« Elle est peut-être saoule » avança hâtivement quelqu'un qui voulait minimiser l'inquiétude. Un silence, sans entendre voler les mouches, s'abattit sur la foule qui, en quelques minutes, avait grossi. On passa de la désolation à l'espoir, de l'espoir à l'instigation au sauvetage. Personne ne savait de quoi elle souffrait, mais chacun constatait qu'elle était souillée de sel liquide. Il fallait trouver le moyen de la mener à l'hôpital. Les avis se partagèrent. Certains pensaient que devant l'urgence, on pouvait obtenir un taxi dans les 5 minutes. D'autres pensaient qu'il fallait une ambulance munie d'une civière. Les arguments du deuxième groupe furent les plus convaincants, mais on perdit 30 minutes à faire venir une ambulance. Les lenteurs en tout genre étaient toujours au rendez-vous dans de telles situations. Au bout d'une demi-heure donc, la jeune femme fut embarquée pour une hospitalisation en urgence. Le prix de la course fut longuement discuté entre le souteneur et l'ambulancier. Ce dernier finit par empocher discrètement un billet de banque. La voiture se pointa donc. Sirène hurlante devant le centre médico-chirurgical de Sec. Le planton actionna les commandes du portail. Les 2 grands battants s'ouvrirent, laissant entrer le véhicule. L'ambulance se dirigea, gyrophare en marche, vers le pavillon des urgences. Un aide-soignant avança rapidement avec un fauteuil roulant et n'eut juste que le temps de constater que le malade qu'on amenait était en état de choc et qu'il s'agissait d'une femme. Il rangea rapidement le fauteuil tout en faisant signe aux 2 autres infirmiers d'apporter une civière. L'ambulancier fut heureux de constater la sérénité avec laquelle ce jour-là la jeune fille était accueillie. Beaucoup de ces malades avaient été victimes d'une centaine de nonchalances. Parfois, l'ambulancier avait été obligé la nuit de frapper à toutes les portes du service de garde, afin de confier à l'équipe un polytraumatisé de la voie publique ou un enfant brûlé au 3e degré et à plus de 30%. Ce jour-là, heureusement, tout le staff était en place. Gondélé fut tout de suite transporté dans la salle de consultation, pendant que l'ambulancier, ravi du bel accueil et pour être utile aux hommes en blanc, précisa ce détail. La diarrhée a été annoncée par les voisins de la patiente. Il démarra sa voiture et disparut dans un nuage de poussière. On fit venir rapidement le médecin de garde. Les interrogatoires furent difficiles. Les yeux de la patiente s'ouvrirent à peine. Le pouls était filant et la tension artérielle basse à 70 mm de mercure pour la systolique. La diastolique se devinait autour de 10 à 20 mm de mercure. Bref, ce dernier chiffre était mal perçu. Un peu de salive visqueuse suintait de la commissure labiale gauche. Les réflexes ostéotendineux étaient très faibles. La patiente réagissait à la douleur vive. Le réflexe pupillaire à la lumière était positif. Le médecin ordonna de la déshabiller. Entre-temps, dans son inconscience, quelques sels très liquides et fétides furent émises. L'infirmière qui la retournait pour déboutonner la jupe reçut un jet de merde sur les doigts. Ce petit incident n'avait rien d'extraordinaire. Les déchets humains par excrétion, sécrétion ou déjection
manipulés par le personnel médical auprès de leurs patientes, présentent peu de répugnance tant qu'on a de l'eau courante et du savon. Le soutien-gorge de Ngandélé, qu'on ôta le dernier, laissa tomber un petit sachet blanc qui était glissé à même le sein. Il fut ramassé par l'infirmière et gardé à côté des vêtements de la jeune femme. « Elle est prête !» cria l'infirmière au docteur. Le docteur Détomba recommença un examen clinique plus minutieux. Il observa une déshydratation sévère avec plus des signes de choc observés quelques minutes plus tôt, une langue sèche, une persistance du pli cutané abdominal, un cerne oculaire, une tachycardie à plus de 120 battements du cœur par minute pour une normale entre 60 et 80 chez l'adulte, une tachypnée à 26 cycles respiratoires par minute pour une normale autour de 16 chez l'adulte, une froideur des extrémités. La diarrhée a été observée pendant qu'on la déshabillait, une température rectale de 38 degrés Celsius. Quelques disques rénales crépitants sont perçus à l'auscultation des poumons. Examen de l'abdomen normal. Examen gynécologique normal. À la fin de la consultation, l'infirmière présenta au médecin le sachet de poudre blanche. « Que pouvait-elle bien faire avec cette poudre blanche ?» demanda le docteur Détomba. « Est-ce de la poudre de toilette, du tabac, une drogue dure ou un poison que la patiente se serait administrée pour se suicider ?» Ce sachet retint l'attention de toute l'équipe. Le sachet fut ouvert. La poudre fut examinée à la lumière du jour. Elle n'avait l'odeur ni d'un parfum, ni du tabac. Personne n'osa la goûter. Sa virulence était inconnue. L'hypothèse d'une drogue dure, c'est-à-dire d'une cocaïne, fut retenue. Une inspection attentive des veines de la patiente permit d'éliminer une overdose à une drogue injectable. L'idée d'overdose ne fut cependant pas totalement écartée, la voie parentérale n'étant pas l'unique dans la consommation des stupéfiants. Le quartier de provenance de la patiente faisait soupçonner l'hypothèse de la drogue. La diarrhée était manifeste. Le diagnostic à l'entrée fut une déshydratation aiguë compliquée d'un choc hypovolémique et entérocolique sévère. Dans son lit d'hôpital, Ngandélé allait passer l'ensemble de ses examens destinés à la recherche de l'étiologie de son mal. Cependant, un traitement symptomatique centré sur la diarrhée et la déshydratation aiguë était commencé. Ngandélé était sous perfusion continue depuis un jour et une nuit. 3 litres de différents sérums devaient inonder tous les jours ses veines. Dans son inconscience, une sonde nasogastrique placée par le docteur Détomba permet d'administrer à Ngandélé des médicaments à visée antidiarrhéique que l'on poussait à la seringue dans l'estomac. Ngandélé était en chambre seule, dont la porte revêtait l'inscription « Visite interdite ». Bosco, le proxénète qui était passé le lendemain à l'hôpital, ne put ainsi rencontrer sa collaboratrice. Au bout de la 48e heure, la jeune femme sortait de son inconscience. La tension était redevenue normale et la diarrhée contrôlée. La réhydratation par voie veineuse était suspendue au 3e jour au profit d'une alimentation par voie orale normale. Ngandélé, qui venait de se réveiller dans ce milieu hospitalier plutôt étrange, se vit entouré de personnes en blouse blanche. Ce milieu infernal sent de l'éther et de l'alcool. Les couloirs qui sont sillonnés de 1000 allers-retours de tout personnel confondu sont également les témoins des secrets qu'on évite de lâcher devant les malades concernés. De temps en temps, un malade poussait un gémissement rauque dans la chambre voisine. Visiblement, toute l'équipe était heureuse de l'évolution de Ngandélé. Elle pouvait manger, marcher et avaler ses comprimés. L'ensemble de ses examens de laboratoire était attendu. L'examen toxicologique de la poudre. Résultat non concluant. Examen parasitologique des selles. œufs d'ascarie, présence de kystes d'amibe, présence de très nombreuses colonies de candidats albicans. Coproculture, absence de germes pathogènes.
Examen toxicologique du sang et des urines. Négatif. Numération formule sanguine. Dans les limites de la normale. Poids au 5e jour d'hospitalisation. 49 kg. À cette date, Ngondélé allait nettement mieux. Elle manifesta d'ailleurs le désir de sortir de l'hôpital. Malgré l'amélioration de l'état général, le docteur observa sur la feuille de température la persistance d'une frébicule autour de 38 degrés Celsius. Par ailleurs, une petite toux sèche que Ngondélé rattachait à quelques cigarettes quotidiennes qu'elle avait l'habitude de fumer fut observée. Par prudence, expliqua le médecin à Ngondélé, je vous demande une radio pulmonaire. La patiente, dans l'heure qui suivit, passa sa radio dont voici l'interprétation. Silhouette cardiaque normale. Il existe une image escavée sous claviculaire droite. À gauche, lésion infiltrative siégeant à la peste, tuberculose probable. Devant ce document radiologique, le docteur Détomba décida de prolonger l'hospitalisation de Ngondélé. Des recherches pour une éventuelle tuberculose furent entreprises. L'examen de crachat est faiblement positif pour la recherche des bacilles de Koch. La tuberculose est quand même confirmée. La décision du médecin est de prolonger l'hospitalisation de Ngondélé. Un traitement adéquat est entrepris. En cours d'hospitalisation, apparaissent des signes inhabituels. Une candidose buccale, confirmant celle qui a été observée dans l'examen des selles. Une dermatose inexpliquée et une reprise du poids normalement lente. Le traitement de la candidose est bien donné et les signes disparaissent. À la fin des 2 mois de traitement d'attaque, le 3e contrôle bactériologique des crachats était négatif. Le contrôle radiologique des poumons affichait une amélioration des images. On passa à la bithérapie. Entre-temps, la diarrhée de Ngondélé revenait de temps en temps. Une selle liquide 2 ou 3 fois par semaine. Elle n'en parla pas à l'équipe médicale, mais cet état de choses la préoccupait quand même. Elle accusa les antituberculeux d'être la cause de cette diarrhée qui persistait depuis environ 5 semaines. Un examen de contrôle de Ngondélé remit en évidence le retour d'une candidose buccale sévère. La diarrhée se faisait plus préoccupante. Ngondélé développa un zona impressionnant qui faisait le tour de la poitrine. L'idée d'un problème immunitaire vint à l'esprit de l'équipe médicale. L'hypothèse d'une immunodépression très probable fut retenue. Cet argument devint l'objet de la suite de la réflexion du jeune médecin. Qu'est-ce qui peut être bien la cause d'une immunodépression chez une jeune femme comme Ngondélé? La tuberculose est une maladie chronique qui peut diminuer les résistances immunitaires d'un malade, mais au moins, une tuberculose aussi franche devrait nous donner une réaction tuberculinique positive. Notre induration est nulle. D'où viendrait une telle réponse s'il n'y a pas d'immunodépression? Cette importante candidose digestive est à prendre en compte, ainsi que ce zona spectaculaire sur un terrain de tuberculose. Nous avons en face de nous une triple infection, bactérienne, c'est-à-dire tuberculose, parasitaire, c'est-à-dire candidose, et virale, c'est-à-dire zona. En plus, l'IDR est négative. L'évolution clinique au traitement antituberculeux est timide du point de vue pondéral. Les pertes liquidiennes dans la diarrhée aggravent le tableau. Cette patiente a-t-elle un cancer qui nous échappe? A-t-elle reçu un traitement immunodépresseur aux corticoïdes? Y a-t-il une maladie du système chez Ngondélé? En dehors de tout ceci, il ne reste que le sida. Cette maladie dont on parle depuis bientôt 1 an et dont la sérologie n'est pratiquée dans l'hôpital que depuis à peine 2 mois et surtout que l'IDR et la tuberculine est négative.